أهلا بكم في تطبيق قرطاج. À l'extrémité sud-est de la plaine littorale de Carthage, non loin du Tophet et pratiquement en bordure de la mer, s'étendent deux bassins, aisément identifiables de par leur forme. Ronde pour le premier, rectangulaire pour le second et séparés par un étroit chenal. L'observation de ces deux lagunes n'avait pas échappé à la perspicacité des voyageurs des temps anciens, notamment de Chateaubriand, qui, pour avoir visité Carthage les 7 et 8 mars 1807, crut y reconnaître les fameux ports de la vieille cité punique, ceux-là même qui furent l'un des lieux et le théâtre du dernier épisode de l'histoire de Carthage, au moment du débarquement des soldats de Scipion, qui devaient prendre d'assaut les ports, l'agora et la citadelle de la grande cité. L'observation sur place de ces deux lagunes devait, depuis le début du XXe siècle, interpeller sérieusement la recherche archéologique. Les deux ports ont été creusés de main d'homme. Il s'agit donc de ports artificiels. Malgré la difficulté du terrain, les fouilles ont établi que la lagune circulaire était bien le port militaire de Carthage. Dans ce bassin circulaire furent aménagés dans l'îlot central et sur le pourtour des assises pour les quais, avec de gros blocs taillés dans le calcaire provenant des carrières célèbres d'El Hawariya, se dressait toute une série de colonnes de diamètres identiques et de hauteurs différentes. Installées à égale distance les unes des autres, ces colonnes constituaient l'armature des rampes inclinées d'une série de cales de radoubes ou de bassins d'hivernage. Ces rampes s'inclinaient donc vers l'eau et constituaient autant de structures destinées à recevoir les navires. L'identification formelle de ce port militaire a été confirmée par une équipe britannique œuvrant de 1974 à 1983 dans le cadre de la campagne internationale pour la sauvegarde du site de Carthage. Les travaux menés sur ce site ont, entre autres, démontré que ce port fut construit vers la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, quelques décennies donc précédant la dernière guerre punique. Les larges blocs de calcaire servaient aux différents éléments d'architecture, aux fondations, aux colonnes et aux linteaux destinés à supporter les éléments de la toiture. Des fragments retrouvés dans la toiture indiquent un toit plat soutenu par une charpente en bois. La précision des études archéologiques a permis en outre une reconstitution minutieuse des techniques employées et des différentes phases de construction, et l'on reste admiratif devant tant d'habileté et de savoir-faire. Ce bassin circulaire a 160 mètres de rayon et déploie une circonférence de 1020 mètres avec, au centre, un îlot de 120 mètres de diamètre. La surface occupée au sol était donc d'environ 6 hectares. Les auteurs anciens rapportent en effet que de grands quais circulaires entouraient l'île et les berges du port et que tout le long de ces quais, il y avait des loges faites pour contenir 220 navires. D'après leurs trouvailles, les chercheurs britanniques ont pu vérifier l'exactitude de ces descriptions. L'îlot central peut effectivement accueillir 30 navires. Cependant, le port tout entier, d'après leurs calculs, aurait eu une capacité d'abriter seulement 140 vaisseaux. Mais il est vrai que les fouilles ne sont pas encore tout à fait achevées dans le secteur. La datation précise de la construction de ce port de guerre a également constitué une donnée importante pour l'histoire de la ville. Il a été formellement démontré que ce port fortifié daterait des années ayant précédé la Troisième Guerre punique, au moment où Caton lançait devant le Sénat son redoutable mot d'ordre « Delenda est Carthago », il faut détruire Carthage. Cette construction serait en quelque sorte une réponse à cette menace
est la preuve flagrante du dynamisme de Carthage qui se prépare activement devant l'imminence du danger. Dans les rampes inclinées vers l'eau étaient aménagés des tirants en bois constituant une surface sur laquelle les bateaux pouvaient être halés. La largeur de ces hangars a été calculée. Elle correspond parfaitement à celle du plus célèbre des vaisseaux de guerre antiques, la trirème ou trière, la célèbre galère à triple rang de rames, celle qui fut désignée comme étant la reine des mers. Sur le système de halage proprement dit, nous ne savons rien. On pourra supposer que les navires étaient tirés à main d'homme ou par la force animale, au moyen d'un système de poulies et de cordage, peut-être dissimulé dans la charpente de la toiture. Les navires ont bel et bien séjourné dans ces abris, comme en témoigne la découverte de coquillages probablement détachés de leur coque et de clous de cuivre provenant de leur charpente au moment de leur halage sur les tirants. Ainsi, ce qui faisait la force de Carthage, sa flotte de guerre, était-elle à l'abri et au sec, loin des regards et précieusement gardée. C'est l'historien grec Polybe, l'ami du général Scipion, témoin de la dernière bataille de Carthage, qui fera une description minutieuse de ces ports. Ces observations seront rapportées plus tard par un autre historien, le grec Appien. Les ports, dit-il, étaient disposés de telle sorte que les navires passaient de l'un à l'autre. De la mer, on pénétrait par une entrée large de 70 pieds, 20 mètres 72, qui se fermait avec des chaînes de fer. Le premier port, réservé aux marchands, était pourvu d'amarres nombreuses et variées. Les ports étaient entourés d'un double mur et de portes qui permettaient aux marchands du premier port de débarquer dans la ville sans qu'ils eussent à traverser les arsenaux. Même aux marchands qui entraient sur leurs vaisseaux, les arsenaux restaient invisibles. Au milieu du port était une île. L'île et le port étaient bordés de grands quais. Tout au long de ces quais, il y avait des loges faites pour contenir 220 vaisseaux. Sur l'île, on avait construit pour l'amiral un pavillon d'où partaient les signaux des trompettes et les appels des héros, et d'où l'amiral exerçait sa surveillance. L'île était située en face de l'entrée et elle s'élevait fortement. Ainsi, l'amiral voyait ce qui se passait en mer, tandis que ceux qui venaient du large ne pouvaient distinguer nettement l'intérieur du port. Le voyageur ou le commerçant qui se rendait à Carthage découvrait une ville fortifiée. À partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, le rempart maritime, découvert et reconstitué par des savants allemands, fournissait à la ville une façade monumentale. Le rempart, muni de tours et de portes et épais de 5 mètres 20, barrait toute la plaine côtière et s'étendait au sud, englobant, à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, l'enceinte, elle aussi fortifiée, du port de guerre circulaire. Cette muraille était blanche et brillante. Construite en gros blocs de calcaire d'El Hawariya, surmontée de corniches moulurées et revêtue d'un fin stuc blanc du plus bel effet, elle scintillait au soleil. Avant d'accéder au port et donc à la ville, les navires se trouvaient en quelque sorte devant une zone d'avant-port, désignée au début du XIXe siècle par le nom de son découvreur, le consul danois Christian Falbe. Ce qu'on appelle le quadrilatère de Falbe est aujourd'hui matérialisé sur le terrain par des structures faiblement submergées. On s'est longtemps interrogé sur la nature et la fonction de cet ensemble. Datant très certainement de l'époque punique, il semble tout à fait probable qu'il s'agisse d'un terre-plein servant aux manœuvres et aussi au déchargement et au stockage des marchandises. Un bureau pour le paiement des taxes y était peut-être installé.
Cette zone se prolongeait vers le sud et se terminait en une pointe qui protégeait efficacement les navires contre les vents dominants et les préparait à s'engager en toute sécurité dans les ports. Qu'ils fassent partie de la flotte de guerre ou de la flotte commerciale, tous les bateaux s'engageaient d'abord dans la passe d'accès, qui débouchait sur le port marchand. Les ports avaient donc une entrée commune à partir de la mer, fermée, nous dit-on, par des chaînes de fer. Ce port commercial de forme rectangulaire mesurait 150 mètres sur 400 et couvrait environ 7 hectares de plans d'eau. Comme l'ont montré les fouilles récentes menées par une équipe d'archéologues américains, ce port marchand était muni de quais, dont l'aménagement le plus ancien est à dater de la deuxième moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est sur ces quais que les marins et les commerçants carthaginois et étrangers débarquaient leurs précieuses marchandises. Ainsi, seuls les navires de guerre étaient autorisés à se rendre dans l'autre port, à travers un chenal fermé, dont l'accès était interdit. De son poste de garde, l'amiral de la flotte surveillait les manœuvres, autorisait l'ouverture des portes. Après un long trajet en mer, les marins continuaient de ramer pour diriger la galère vers son lieu d'hivernage. En avant de chaque loge, disait Appien, s'élevaient 2 colonnes ioniques qui donnaient à la circonférence du port de l'île l'aspect d'un portique. Il fallait manœuvrer doucement, habilement, se frayer un chemin, loin des regards et du danger, effectuer enfin l'ultime manœuvre qui permettrait au navire de faire face à la cale qui lui était destinée, là où pour un certain temps il serait enfin à l'abri.